de rentrée, c'est la première émission de l'année 2018. Et pour cette première émission de l'année, donc on a l'honneur de recevoir l'un de nos grands représentants ambassadeurs qui fait la fierté de beaucoup de choses. Vous l'avez notamment vu sur TF1 avec Harry Roselmack. Il a fait beaucoup de choses. Et son nom, c'est vrai qu'on a évoqué son nom à plusieurs reprises. Et là, c'est vrai que c'est l'actualité politique avec tout ce qui se passe. Il est venu, donc il nous fait l'honneur d'être là pour commenter l'actualité un peu, pour nous parler de son engagement. Vous l'avez reconnu. Oui, et puis je crois qu'il y a eu un gros discours d'Emmanuel Macron qui a eu lieu pendant les vœux et il a parlé de beaucoup de choses, donc on va pouvoir décrypter également cet état de fait. Et surtout vulgariser aussi. Et montrer que la politique peut être accessible à tout le monde aussi, parce que des fois il peut y avoir un langage ou un lexique compliqué à comprendre, et il va nous aider, il va nous éclairer un peu plus. Et la deuxième, c'est une sœur qui est déjà intervenue, que vous allez voir régulièrement. On peut l'appeler Messi Glam, Messi Wax, qui est là et qui est à nos côtés aussi. Donc, vous l'avez reconnu, hein, Ali Soumaré. Et je précise, on a fait appel à lui et il est venu tout de suite. Il n'y a pas eu de négociation, on n'est pas passé par son attaché de presse, son conseiller en communication. Il est venu tout de suite et c'est zéro filtre. Ali, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, tout le monde va bien. Il y a juste un truc qui me chagrine un peu là. J'ai entendu Tamam s'il a dit tout à l'heure que le foyer là c'était au Bachili au Kadiaganke. Ça quand même ça me chagrine parce que les Bachili n'ont pas du tout de foyer en France. Donc ça je m'inscris en faux complètement dans ce débat là. Les Bachili ils ont des boîtes de nuit en France. Ils ont des endroits où il y a des femmes mais il n'y a pas de foyer. Il n'y a pas de foyer à leur nom. Donc voilà. Donc, sinon tout va bien, je suis content d'être là. Mais juste ça, ce petit recalage là. S'il y a des Bachili qui nous écoutent, personne ne peut me répondre. Voilà. Bachili Koundanko, on vous invite à appeler là. Ouais, ils ont des boîtes de nuit et ils ont de l'alcool. Messi Glam, petite présentation. Donc bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Massiga, alias Messi Glam sur les réseaux sociaux. Donc je suis une jeune soninké gambienne. Donc je suis également créatrice de mode vêtements wax. Et c'est vrai que ça fait un petit temps, je fais des petits débats sur Facebook, donc voilà, même s'il m'a demandé de venir et essayer de partager un petit peu ce que je fais. Donc voilà, donc à tout à l'heure peut-être. Donc bien évidemment, on reviendra là-dessus, Modibo, sur les apartés, les atarcades de Messi Glam, effectivement, sur Facebook. Elle commente l'actualité. D'ailleurs, ça fait grand débat parce qu'elle prend toujours des sujets un peu borderline, c'est un peu borderline. Donc on sait pas vraiment où se situer dans ces sujets. Des fois c'est contre nous, des fois c'est contre elle-même. Mais bon, on sait pas trop. Donc on va confidence. Revenir dessus. Je lis les commentaires. J'ai jamais le courage de commenter. Voilà. Mais après, on a la chance de l'avoir avec nous ici. Voilà, il faut oser. On commentera en direct. Également dans le studio, nous avons notre Guinéenne de service Maïmouna qui est avec nous. Et qui n'est pas soninké, faut le rappeler. Qui n'est pas soninké, mais qui travaille sur Personne n'est parfait, c'est vrai. Stop dépigmentation. Voilà. Maïmouna, coucou. Et on a également Adé, qui est une jeune soninké, là, pour le coup, de la Mauritanie, plus exactement de Khabou Guidemara. Donc voilà, on lui fait aussi une dédicace. Ton heure de gloire est arrivé. Donc Modibo, pour en revenir donc à nos moutons, je pense que tu as écouté le discours d'Emmanuel Macron, comme tout le monde, comme la majorité des Français que nous sommes. Il a évoqué pas mal de choses et justement on a quelques questions à poser à Ali Soumaré. Alors si vous le connaissez pas, donc Ali Soumaré est un homme politique français qui a défrayé la chronique il y a quelques temps et qui a été conseiller régional, qui a été secrétaire de section au Parti socialiste. Personne n'est parfait non plus, mais il est redevenu depuis un certain temps conseiller régional. Il a repris service, mais par contre cette fois-ci dans l'opposition, parce que la majorité socialiste a perdu la région au profit de Valérie Pécresse et de son équipe. Donc aujourd'hui la région Île-de-France est LR. Donc nous allons pouvoir décrypter. Déjà, je suis sûr qu'il a regardé le discours d'Emmanuel Macron à la télévision. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées.
puisque Massiglam est là et qu'il y a eu un fait divers il n'y a pas longtemps sur la question des femmes, de l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qu'il en pense justement? Tiens, je brouille les pistes avant d'arriver au discours de Macron. D'ailleurs, Macron a fait un discours en ce sens. Je crois que c'était au mois d'octobre dernier. Donc, Monsieur Soumaré, Ali, qu'en penses-tu de... Alors, on est plus sur le discours. T'étais sur les vœux ou on reste sur les vœux? On va justement, je voulais faire une petite aparté parce qu'il y a eu un fait divers qui nous a touché, en tout cas qui a touché nos communautés africaines, notamment qui s'est déroulé à Montreuil, où il y a une femme qui a été défenestrée. Donc justement, l'actualité prend le pas. Nous, c'est un peu comme BFM TV. L'actualité, on est priorité au direct. Donc voilà, donc ça parlait de violence conjugale, et de là, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur ces problématiques qui touchent aussi nos communautés, mais sur lesquelles il y a un espèce de plafond et dont on ne parle pas. Alors honnêtement, j'ai pas suivi le sujet, pour le coup, il m'a peut-être échappé sur la défenestration en elle-même. Après, c'est vrai que c'est le sujet qui est en vogue en ce moment, c'est le sujet de la question de l'égalité homme-femme. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué, notamment en France, dans le contexte dans lequel on est, parce qu'en fait, on a tendance, sans vouloir victimiser qui que ce soit, à résumer le sujet de l'égalité homme-femme aux musulmans, ou en tout cas aux gens de banlieue. Et donc moi, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé il y a déjà longtemps, puisque je disais, on a pu voir à un moment donné, y compris sous l'ère Chirac, où en fait, quand on a commencé à initier notamment la Journée internationale des droits de la femme, parce que c'est comme ça qu'on le nomme, à chaque fois, en fait, les responsables politiques de droite comme de gauche, hein, d'ailleurs, de manière générale, alors c'était sous l'ère Chirac, mais ça a continué comme ça, on est toujours en banlieue pour faire la journée et autres et tout. Comme si, en fait, les problèmes d'égalité homme-femme n'avaient lieu que en banlieue. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes en banlieue. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, ce qui se passe aujourd'hui dans la société ou en banlieue, c'est à l'image de ce qui se passe dans la société. On est quand même dans un pays où encore une grosse partie des femmes sont moins bien payées que les hommes. La question des violences conjugales, elle se pose autant dans le 16e arrondissement qu'elle se pose aujourd'hui en banlieue. Mais on a tendance de plus en plus à trouver des boucs émissaires pour éviter de regarder. Je me rappelle même d'une polémique où j'avais dit que ni pute ni soumis, c'était finalement la bonne conscience des classes dominantes. Puisque les classes dominantes, en fait, finalement, mettaient de l'argent ou versaient en disant, voilà, on va regarder ni pute ni soumise. Mais en fait, ni pute ni soumise, c'était un combat qui était noble, mais c'était un combat qui avait vocation à être élargi, quoi. Donc voilà. Donc Macron, il dit pas grand-chose malheureusement là-dessus, si ce n'est que c'est pas bien, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est que c'est pas bien. Mais là, je retrouve pas et maintenant on rentre dans le débat politique, hein, mais je retrouve pas l'empreinte entre guillemets Macron qui avait pu avoir lieu pendant la campagne où on trouvait qu'il y avait du renouveau, qu'il allait avoir du renouveau. Là, honnêtement, je vois pas le renouveau en tout cas. Pourquoi tu vois pas le renouveau? Parce que finalement, à part dire que c'est pas bien et qu'il faut pouvoir faire des grandes mesures, il n'y a pas aujourd'hui un vrai constat ou en tout cas une vraie volonté d'asseoir les choses et de sortir entre guillemets de ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que, en fait, souvent, et c'est vraiment de droite comme de gauche, on a eu tendance sur ces problèmes-là à être sur des effets d'annonce, mais pas vraiment sur des vrais moyens qui sont mis. Et c'est pas que des moyens financiers qui sont mis, mais vraiment on met à plat les choses et on dit bon voilà comment à un moment donné on va travailler sur cette question-là. Et moi, je le sens pas, en tout cas, là-dessus. Alors, je suis pas un expert de ce sujet-là, mais du peu que j'en sais, j'ai pas l'impression qu'il y a de vraies réformes, ou en tout cas de vraies mesures, qui seraient à l'image de la dynamique qu'il a pu mettre dans sa campagne, quoi. Je vais être provoque, je veux dire que tu dis ça parce que tu fais partie de l'opposition, c'est peut-être pour ça. Oui, mais parce que moi, je suis en capacité, des fois, de lui donner des bons points. Et là-dessus... honnêtement, après on va revenir sur les vœux. Moi je m'inscris pas, ou on peut même peut-être rentrer directement là-dedans. Alors il y a la critique générale qui consiste à dire c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est de la com. Et moi je dis en fait finalement, il a au moins compris un truc, c'est qu'aujourd'hui il fallait un peu changer la manière de communiquer. Et je lui concède que c'était une bonne idée, plutôt que d'être derrière un bureau, là un peu la traditionnelle discours là. Je pense que c'était une bonne idée, ça permet un peu de donner un peu d'oxygène. Donc honnêtement, ça m'a même donné envie. D'habitude, je regardais pas forcément, ou j'aurais écouté le discours rapidement, ou le verbatim, juste pour savoir ce qui manque. Mais là, j'ai regardé, parce que je trouvais que c'était une autre manière de communiquer. Je comprends sa volonté de dire, voilà, moi je suis président de la République, et vous avez vu, hein, je donne des bons points, je suis président de la République, et le président de la République, il n'est pas là pour donner des mesures, ou en tout cas mettre des mesures. Il est là pour donner un cap pour le pays, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Le problème,
c'est qu'une fois qu'il a donné le cap, il n'y a personne qui fait le service après-vente, ou en tout cas, j'ai pas entendu le Premier ministre, sur la base de la conférence de presse, dire très concrètement, voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, moi, je le vois pas. Alors, j'ai écouté aujourd'hui le discours du Premier ministre, parce qu'il y avait un séminaire gouvernemental. Ouais. Et je pensais que c'était la déclinaison du discours. Ouais, ça n'a pas vraiment été la déclinaison du discours. Mais en tout cas, on retrouve pas les mesures. Et si je devais prendre qu'un sujet, par exemple, puisque une grosse partie de ceux qui nous écoutent sont en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est sur le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est pas qu'un sujet technique ou un sujet de transport. C'est vraiment l'idée aujourd'hui que la banlieue, elle est enclavée. Et qu'il faut pouvoir, à un moment donné, faire du transport de banlieue à banlieue, et que les gens puissent circuler, et qu'on ait des territoires. Moi, par exemple, j'habite à Villers-le-Bel. Villers-le-Bel, c'est à 6 km à vol d'oiseau de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. À Roissy, il y a quasiment 10 000 emplois qui se créent tous les ans. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont employés à Roissy, c'est ceux qui sont sur la ligne B. Normal, puisqu'en fait, la ligne B, il y a un accès direct. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui habitent beaucoup plus loin que Villers-le-Bel, qui bénéficient des emplois, et nous, on ne bénéficie pas des emplois, alors qu'on est juste à côté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les transports... on n'a pas les transports adéquats. On a créé des banlieues aujourd'hui, qui sont des lieux dortoirs, et on n'a pas réfléchi à un moment comment on allait pouvoir faire le développement économique, désenclaver ces territoires-là. Et bien aujourd'hui, le Grand Paris, normalement, si j'étais à la place de Macron, le Macron dont une grosse partie des quartiers populaires aujourd'hui ont voté pour lui, et ben un des premiers sujets, c'est de dire, voilà, maintenant il faut désenclaver ces quartiers. Donc, à un moment, la puissance publique a promis qu'on allait faire un Grand Paris. Il y a un tracé, et ben on va le faire et on va aller jusqu'au bout. Et ben aujourd'hui, l'arbitrage, il porte, comme par hasard, sur les lignes de banlieue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit on va peut-être venir, on va décaler, on va voir et autres et tout, pendant qu'aujourd'hui, Paris, la première couronne, elle, est complètement bien desservie en transport. Alors que le vrai sujet aujourd'hui, c'est justement l'Essonne, c'est le Val d'Oise et une partie du Val d'Oise, c'est le Val-de-Marne, en tout cas une partie du Val-de-Marne qui n'est pas dans la première couronne. Et ben là, on n'en parle plus beaucoup, on va revoir les arbitrages. Et ben ça, pour le coup, pour moi, j'attendais que le gouvernement, et j'attends toujours que le gouvernement dise on va aller jusqu'au bout. On peut prendre peut-être 1 an ou 2 ans de retard, mais il faut qu'on fasse et qu'on désenclave ces territoires-là. Parce que c'est pas qu'un sujet technique, c'est vraiment un sujet de désenclavement. C'est à travers ça qu'on peut faire le développement économique, qu'on peut changer l'image de territoire aujourd'hui, où des gens aujourd'hui préfèrent mettre dans un CV qu'ils habitent à Paris plutôt qu'ils habitent dans tel ou tel territoire. Donc en gros, tu es en train de nous dire qu'il y a toujours cette espèce de plafond de verre, y compris aujourd'hui dans la redistribution des richesses et du développement au sein même du Grand Paris. Ah, mais c'est complètement... Le Grand Paris est à l'image aujourd'hui de la manière dont la puissance publique voit les territoires de banlieue. C'est-à-dire, c'est des lieux d'ajustement où on va jusqu'à... Si on pousse le cynisme, on va jusqu'à ce que des gens au ministère à Bercy disent, bon, on va peut-être faire la ligne 16, la ligne 16 à Clichy-sous-Bois parce qu'il y a eu des émeutes. Donc, vous voyez la logique, c'est-à-dire que parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on va demander aux autres habitants de territoire d'aller faire des... Oui, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, Ali, à un moment donné, c'est que cette histoire de Grand Paris, elle a commencé quand même sous l'ancienne mandature. Donc là, on est dans la continuité. Donc ça veut dire que finalement, tes amis socialistes qui étaient au pouvoir durant 5 ans, justement, ont pas fait les choses qu'il fallait, parce que je pense que il y a eu déjà un premier socle, et ce premier socle, il a débuté il y a belle lurette. Puis je dirais même peut-être sous Sarko, et en tout cas qui a été consolidé sous la présidence Hollande. Donc finalement, ces questions-là, elles n'ont pas été débattues sous l'ère Hollande. Elles ont été débattues, mais je le dis, ce que j'ai dit en introduction, je dis de droite comme de gauche, aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, c'est l'abandon de ces quartiers-là, et de sortir des grands discours pour arriver à un moment donné à des mesures concrètes que les gens à un moment donné peuvent mesurer. Et effectivement, c'est une patate chaude, là, le Grand Paris. Alors Sarko, on lui concède, Sarko a imaginé le concept à l'époque avec Christian Blanc, avec un certain nombre de personnes, mais ils n'ont pas non plus mis complètement les moyens en face. Et à chaque fois, on se dit, on va repousser le truc, et puis les autres vont s'en occuper. Et c'est ce qu'on fait. Et moi, pourquoi je parlais de Macron ? Parce que Macron, il a quand même fait des scores importants où il nous a battus. Donc, à partir du moment où nous, on n'est plus en responsabilité, et qu'une grosse partie des gens des quartiers ont voté en disant, vous avez rien fait pour les quartiers. Caricature, mais c'est un peu ce qui nous a été dit. Mais Macron, aujourd'hui, il va vraiment faire des choses sur l'entrepreneuriat, sur les quartiers. Et ça, c'était des choses que vous entendiez du terrain, que Macron va faire ci, Macron va faire ça. Mais moi, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans notre électorat qui ont dit c'est bon, stop. Il vient d'arriver. Stop, nous, en fait, on arrête de voter. Comment ? Il vient d'arriver, Macron. Il vient d'arriver, mais il vient d'arriver. Donc on peut quand même lui concéder le fait d'être un nouvel arrivant. Sauf qu'il y a un arbitrage là aujourd'hui, et là depuis septembre, en fait, il repousse.
Et on attend encore, et peut-être en janvier. Et ben moi, ce que j'attends, c'est qu'en janvier, il annonce qu'on va faire le Grand Paris Express. Après, je comprends, il y a des réalités économiques. Peut-être pas que ce sera bouclé en 2024, mais ce sera bouclé en 2020. D'ailleurs, c'est même pas 2024, je parle de la ligne 17 en 2024. Mais qu'en tout cas, à un moment, en 2028 ou en 2030, et on est déjà sur des grandes échelles, qu'on ait fini avec le Grand Paris, c'est la volonté qui va permettre après de dégager les moyens. Mais il faut avoir la volonté. Et encore une fois, attention, je parle de projets aujourd'hui sur lesquels on n'est pas sur que de l'argent public. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Les usagers, là, dont on parle, là, c'est des clients. C'est-à-dire ceux qui payent aujourd'hui leur passe Navigo à 75 € aujourd'hui, puisque je viens de le payer aujourd'hui, d'ailleurs, 75 € et 75 €. D'ailleurs, il est passé de 5 € supplémentaires. Vous étiez à 70 €, non? nous, on l'avait mis à 70 €, tout à fait. Voilà. Merci de nous le... Vous étiez à 70 €. Ça avait diminué de 50, moins 50%, Voilà. il me Et en semble. fait, l'idée, c'était la tarification unique. Donc, Ouais. ce qu'on a mis en place, c'était à l'époque sous Huchon. D'accord. Et donc, il y a une tarification Mais en unique. pensant que cette tarification allait vous faire élire. Et ça a été, parce que ça a été l'une des grandes, en pensant ça. En pensant, non, c'est pas vrai, Si, parce que mais- d'abord, c'était Mais ça faisait partie des discours et des choses qu'on mettait en avant. C'était une promesse de campagne qu'on avait fait. On avait un problème de financement. Et le problème de transport, c'est vraiment un problème technique, mais Vous l'avez mis en place à la fin, quand Ouais, même. mais après, Mais oui, mais parce qu'en après, fait, c'est un problème de la transport, démagogie. mais après, ça a une répercussion directe sur le pouvoir Et c'est d'achat. pour ça que ça a mis du temps à être mis en place, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on a des infrastructures qui sont hyper vieillissantes. Ouais. Donc, Mais il y a- en pensant, pourquoi, ouais, mais c'est dur à mettre en place. Mais pourquoi pas avoir réfléchi pourquoi pas s'être dit ça en faisant la promesse de campagne? Est-ce qu'en Parce faisant qu'en la fait, on a promesse fait de la campagne, promesse de campagne, et est-ce dès qu'on a vu nos qu'on responsabilités, était conscient des réalités à ce moment-là? on était conscient des réalités. Il y Pas avait le- d'ailleurs un pas l'avoir sujet. dit. D'ailleurs, je peux même dire en toute transparence. Non, mais parce qu'en fait, quand on est en campagne, à partir du moment où vous le dites, vous le faire. Et on l'a fait. Mais on a mis du temps à le faire parce que c'est très compliqué. Il y a tout un tas il y a les conseils départementaux à mettre autour de table. Il y a une grosse partie de l'argent dans les transports, elle vient allez, je vais pas aller sur des sujets techniques, mais une grosse partie, c'est-à-dire que quand vous payez 75 €, la réalité, c'est qu'en fait, une partie, c'est les entreprises qui payent le complément le complément. Donc il y a tout un tas d'arbitrages et d'ajustements à mettre en œuvre. Et après, il y a un contexte. Le contexte, c'est qu'il y a des infrastructures de transport qui sont très vieillissantes. Donc, et d'ailleurs, moi, je faisais partie, je peux le dire très transparent, ça marchait sur deux pieds. Soit on disait, on fait pas finalement de tarification unique, mais par contre, on investit massivement sur la rénovation des transports, parce que, on va pas se raconter l'histoire aujourd'hui. C'est encore très compliqué aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui les nombres de retards et les difficultés qu'il y a dans Justement, avec toutes les polémiques, dans les transports. Voilà. Et donc c'était soit on faisait justement, on faisait tout ce travail de rénovation des infrastructures, soit on faisait la tarification unique, et forcément c'était au détriment un peu de... Justement, Ali, je voudrais avoir l'avis de Messiglam là, un peu là-dessus, sur tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on était parti un peu du fait. Ouais, mais justement, c'est pour ça que nos émissions sont intéressantes, et on peut passer comme disaient certains, des professionnels de la politique à Non, je disais, parce qu'elle disait c'est politique. à des gens Après, lambda. bien Dans politique, évidemment, on elle est a touché, peu, puisque nous, on fait partie des gens qui, voilà, tous les mois, on paie nos passes Navigo, sachant que c'est vrai que c'est passé de 70 € à 75 €. On n'a pas vraiment d'explication concrète, en fait. Tous les mois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Moi, je peux la donner l'explication. Bah, justement. Parce que même, ça la donnera mieux que moi. Non, mais justement, si on peut avoir une explication par rapport à ça, ce serait bien, Je suis là pour réguler. parce que c'est vrai qu'au début, on nous a vraiment bien mis la chose, c'était assez joli, oui, donc 70 €, donc c'est-à-dire, oui, mais c'est bien, c'est intéressant, toutes les zones, mais au final, on voit que dans quelques temps, on va remonter à 80 €, voire 100 € dans quelques années, donc, Et après aussi, ça donne l'impression que le citoyen lambda, en fait, il est pris entre deux chaises, en fait. c'est exactement ça. Entre guillemets, là, je parle en tant que citoyen. Donc, en fait, il est tiré entre deux chaises. En fait, d'un côté, il y a une promesse. Après, on joue avec nous. Après, D'un nous, côté, on joue la promesse. Enfin, nous, normalement, voilà. c'est- Et donc, moi, en fait, je on pense sait que- pas quoi. Voilà, en fait, quand il y a ce genre de promesse, moi, je pense que la promesse, elle est là, on la laisse. Qu'il y ait un changement ou pas, enfin, nous, on n'a pas à subir. Mais ça, c'est C'est- et ça, pour le coup, malheureusement, c'est enfin, moi, j'ai envie de dire, en fait, la promesse, elle a été faite par nous, on l'a mis en œuvre. On l'a mis en œuvre, et à un moment donné, il y a une autre majorité qui arrive, qui a promis de pas toucher au prix. Et on parle de Valérie Pécresse et de sa majorité. D'accord. Elle a quand même dit en campagne, c'est accessible là, sur les réseaux sociaux. Elle a dit, à l'époque, on disait, si jamais vous votez pour Valérie Pécresse, elle augmentera le tarif Navigo. Il y a d'ailleurs des gens qui nous ont dit, non mais ça, vous dites ça parce que vous êtes dans la campagne. La réalité, elle le fera, elle bougera pas le prix, elle n'a pas intérêt à le bouger. Bon, ben elle est arrivée, elle l'a bougé. Alors qu'elle avait dit qu'elle le bougerait pas. Et son argument à elle, c'est de dire oui, mais en réalité, on m'a laissé un héritage et en fait, on n'a pas complètement financé. Non, gouverner, c'est choisir.
Il y a des choix politiques qu'elle aurait pu faire, qui consistent à maintenir... Donc tu es en train de nous dire que d'un côté, on a les APL qui baissent de 5 €. De l'autre côté, le pass Navigo qui augmente de 5 €. La suppression. Donc finalement, on est dans une grande salade et c'est une arnaque totale. Toutes ces dispositions qui sont en train d'être... C'est ni une arnaque, c'est ni une salade, c'est le conséquence des votes ou des non-votes des gens. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils peuvent pas dire nous, on a décidé de plus voter pour ceux qui ont mis en place. Et après, quand il y a ceux qui arrivent, et par exemple pour Valérie Pécresse qui est d'inspiration libérale et de droite, ça, je veux dire, les gens, c'est en connaissance de cause. Quand nous, on le disait, on dit ouais, mais vous caricaturez la droite. Bon, ben la droite, j'ai envie de dire par Pécresse. Et alors, encore pire pour Macron. Macron, il a dit les choses. On peut au moins lui concéder ça. Il a dit, alors peut-être pas sur les APL. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ce que les gens de quartier, plus précisément, ont apprécié. C'est que Macron dit les choses directement. Alors que le Parti socialiste faisait du papier cadeau. Et ben donc on peut pas s'en plaindre. On peut pas s'en plaindre. Pourquoi? Vaut mieux une personne qui dit les choses directement parce que on peut quand même s'en plaindre, même si la personne est honnête. Mais Siglam, justement, vas-y. Non, je disais qu'on peut quand même s'en plaindre, on peut donner notre avis, même si on n'est pas en accord avec, même si en effet on n'a pas, la personne elle est directe en fait. L'avantage c'est ça, c'est qu'elle nous dit directement les choses et après bien évidemment derrière nous on a quand même, on peut interagir en fait. Donc loi ou pas loi, moi je dis, Macron il est direct, mais c'est pas pour autant que tout ce qu'il dit, on va le suivre comme on peut pas suivre des choses comme ça sans conséquences derrière, en fait. Alors, je voudrais juste une petite aparté pour les gens qui nous suivent. Effectivement, nous avons Mahamadou Cissé qui disait qu'est-ce que la gauche a fait en 5 ans de pouvoir, et il parlait de la belle analyse justement d'Ali Soumaré. On a Idrissa Djabira qui est du côté de Dakar, qui disait qu'il voulait venir à Paris, mais qu'il n'avait pas de visa. Est-ce qu'on peut l'aider? Et on a Malamine Mam effectivement qui nous suit tous les mercredis, qui est assis dans son fauteuil. Justement, pour tous ceux qui souhaitent intervenir, Modibo, tu me rappelles le numéro 09 70 46 47 40. Vous pouvez nous joindre donc sur www.soninkara.com. Les invités du jour donc sont Ali Soumaré, conseiller régional d'Île-de-France, et notre sœur Massiga, alias Messiglam, qui anime pas mal la toile avec justement avec ses sujets. Je disais tout à l'heure tantôt, Modibo, que c'était des sujets parfois borderline parce que elle, c'est des sujets qui piquent. Voilà. Et après tu te retires et tu laisses la toile s'animer toute seule. Exactement. Alors on va juste revenir avant une petite pause pas de réclame mais de son. Et on va dire à Ali peut-être de continuer un peu sur son propos, et notamment sur le fait que les conséquences sont liées au choix des votes, de nos votes ou des non-votes des personnes qui se sont abstenues, notamment en ce qui concerne la région Île-de-France et en ce qui concerne bien évidemment la présidence française pour les citoyens français que nous sommes. Tout à fait. Modibo. Ouais, après, ce qui est bien aussi, c'est que Ali a un regard critique. Après, ce que j'apprécie, c'est qu'il sait au moins reconnaître les fautes et les erreurs de son parti qu'il défend, le Parti socialiste. Là, vous avez vu, donc là, on est des citoyens qui discutent autour de la table, et les sujets qu'on évoque actuellement, c'est des sujets qui intéressent tout le monde. Et c'est pour ça que c'était important, comme Mams le disait tout à l'heure. Donc, l'avantage de notre émission à nous, sans nous jeter des fleurs, c'est qu'on peut parler de différents sujets de politique et vulgariser le sujet. Et Ali Soumaré, qui est, on va le rappeler, vous le savez, qui est soninké. Et après, pour l'interlude, Ali Soumaré, il va vous donner un son qu'il aime bien écouter. Justement, un son qui lui fait penser à l'engagement. Choisissez un son, tiens. Pour choisir un son, qu'est-ce que je pourrais... Ali et Messi. Dites-nous un son que vous aimeriez écouter. Voilà. Mais là, on est sur soninkara.com. Écoutez, soninkara.com, il y a de la variété, chez les Soninké. On a des Johnny, on a des Johnny Soninké, on a des Michel Sardou Soninké, on a des, ce serait qui Michel Sardou chez les Soninké? Boubou Samba, peut-être? Non, moi, de manière générale, je trouve que, alors, ça peut paraître en décalage, mais Ganda Fadiga, de manière générale, je trouve que ça apaise et ça dit beaucoup de choses sur la manière d'appréhender. Quand on regarde bien, il y a sur pas mal de sujets. Je trouve que c'est intéressant d'écouter. Il n'y a pas un son en particulier,
Mais en tout cas, du Ganda Fadiga, moi, ça m'irait bien. Ganda Fadiga, le pacificateur. Et toi, Messiglam, Moi, justement? j'aurais plutôt dit du Djabidoua. Djabidoua. Ah, c'est la Djabidoua, base. sacré Djabidoua à la base. T'es d'accord avec elle, Ademou? Tout à fait d'accord avec elle. Djabidoua. Je valide à 10 000%. Samba qui nous écoute. Samba, tu nous écoutes? Samba, tu es avec nous? Tu profites de ton enveloppe. Quel ça va? Allô, Samba? Oui. Samba Traoré à la technique. Alors, il faudra nous mettre ces deux sons tout de suite. Alors, ce sera Ganda Fadiga pour Ali Soumaré et du Djabidoua pour Messiglam. On te donnera le top. Et je crois que dans nos auditeurs, à l'instant, il y a Kadi Diallo qui disait qu'il fallait mettre du Oumou Sankare Seiya. Là, pour le moment, on va se contenter de Ganda Fadiga et de Djabidoua. Peut-être juste avant l'interlude, Modibo, un petit mot à Samba, une seconde. Ganda Fadiga, si tu peux mettre un son, peu importe. Mais Djabidoua, si tu peux mettre Ngatelerara. Je vais étudier. Tuano. Tu vois, ça s'appelle. Tuano. Ou Tuano. Nangaba Intabana. Voilà. Donc Samba, tu me dis quand c'est prêt pour toi et on fait cette petite interlude. D'accord, je vais mettre Ganda Fadiga. Samba, moi. Machallah. Et ça, moi, tu peux réagir aussi, hein, si, ça va, on a mis le détecteur de mensonges, là, pour l'instant, là, le politique, là, ça va, là. Il reconnaît les choses, c'est bien. C'est une émission des intellos. Non, justement, pas du tout. Nous, on est des poémans, on ne peut pas réagir. Non, justement, bah, écoute, Au contraire. sans toi, il n'y a pas d'émission. D'accord. Merci, hein. J'ai mis Ganda Fadiga en attendant. Ok, c'est un morceau de combien de minutes, Samba? 5h26. Ok, on va peut-être l'écourter parce que sinon on va pas avoir beaucoup de temps vu que les sujets sont passionnants aujourd'hui avec nos deux invités. Et on va peut-être au bout de 3 minutes le couper et le mettre le son de Djabidoua. Ça va pour toi? Ouais. Voilà. Alors, on a pas mal d'auditeurs pour ceux qui sont... Voilà. Là, ça, moi, je parle pour les gens de Facebook. Hein. Donc, il y a Mamadou Sissé à qui on fait une big dédicace. Kadi Diallo qui nous a rejoint. Poulo Bodado Abdoulaye Tano, bonsoir à tous. Bah, bonsoir à toi-même. Bonsoir. Dans notre bureau et notre office, nous a rejoint Assitan Keita et Mariam Samoura à qui on fait une petite dédicace de loin. Vous êtes en direct sur radiosonicara.com 09 70 46 40 46 47 40. Voilà, sonincara.com, vous pouvez nous joindre. On a aujourd'hui salut Dena Sissawane, Mantita Salam. Donc aujourd'hui nous avons Messiglam dans nos bureaux, Ardo Kunda. D'ailleurs tu peux descendre Ardo, hein. Tu es juste au-dessus, tu peux venir nous rejoindre. Fatouma Soukouna Salam. Et donc nous avons donc Messiglam, Massiga et la dédicace de la ferraille d'Idriss, oui bien sûr, on t'oublie pas. Idriss Djabira qui n'est autre que le président de Ouagadou Dida. Il est en train de préparer le festival international Soninké, Modibo, Tout à fait. à Dakar. Tout à fait, ouais, effectivement, il préside, il a fait un excellent travail de terrain. Et donc le festival du 21 au 25 février à Dakar, donc on attend ça avec beaucoup d'impatience et on sait que les Dakarois ou les Sénégalais, de manière générale, les Soninko, ont fait un travail extraordinaire et de transparence aussi. Alors il y a Siliman Soumaré qui faisait une félicitation. Alors je sais pas si c'est un Soumaré et qui félicite son jeune cousin Ali Soumaré pour son retour en tant que conseiller régional. C'est bizarre, on n'a pas eu de dédicace des Bachili, voilà. Les Bachili, Et nous avons Moustalou Djabira qui nous dit également bonsoir. Donc si vous avez des questions pour Ali Soumaré ou pour Messiglam, n'hésitez pas. Ils sont là, ils vont y répondre. Là, pour l'instant, au niveau de la radio, donc il y a deux sons. Il y a le son de Ganda Fadiga qui est en train de tourner, suivi du son de Djabidoua et Modibo. Et ensuite, nous irons. Alors peut-être qu'on recommencera l'émission avec Messiglam et notamment ces petites punchlines borderline. Tu dois avoir un sujet, toi en particulier, justement quand on reprendra l'antenne et tu pourras la piquer là-dessus parce que parfois on en prend pour notre grade, hein, nous la jante masculine, hein. Ah bon? Tout à fait. J'ai demandé un avis. On en prend souvent. Hein?
Et malheureusement, on met tout le monde dans le même sac. Parfois, c'est pas les mauvais agissements de quelques personnes qui vont condamner tout le monde. Hein. Mais bon, en fait, après la responsabilité, elle est partagée pour tout le monde. Là, t'es là, on t'a pris en grippe. Et tu vas assumer tout ce que tu dis ou tout ce que tu dis Complètement. en direct. Tu vas tout assumer? Qu'est-ce qu'elle dit par exemple? Ah bah les derniers sujets, bah tout, on va se mettre sur la toile. Le dernier sujet, tiens, c'est quoi le dernier sujet de Messiglam, tiens? On va regarder. Hein? C'est quoi ton dernier sujet? Non, c'était quelque chose. C'était pour éviter Ah, la routine dans un couple. tu pourras pas. La routine dans un couple. Ah, c'est pas Borderlands ça. Non, ça Oh va. ça. non, ouais, mais elle a des sujets plus sucrés-salés. C'est les commentaires qui sont borderline parfois. Ah, d'accord. Elle a des sujets plus toujours, sucrés-salés, Ça, là. ouais, mais bon, tu veux rien faire, tu peux faire quoi? Sinon, c'était le partage des charges, des charges en fait dans un foyer aussi. C'était assez houleux. Ah oui, le fameux partage des charges dans le foyer. Assez houleux, quand même. D'ailleurs, il y avait une émission des darons qui passe juste après nous où il y a eu du cartonnage sec. Ah oui, Je crois tous les darons qui vont au PMU, c'est chaud pour eux. Sincèrement, les mamans ont fait une émission, elles ont cartonné les papas. Ouh là là, c'était chaud, hein. Ah oui. Elles avaient invité à prendre les responsabilités. Tenez, justement, en off, Modibo, et je pose la question à tous ceux qui sont ici avec nous et également aux auditeurs. L'opération d'Aulnay, du réveillon, les mamans, qui ont été dans la rue, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a... Moi, j'ai trouvé ça très très courageux de leur part. Et d'un côté, très courageux, mais d'un côté, ça m'a un peu attristé d'en arriver jusqu'à là quand même. Mhm. Mais sinon, j'ai trouvé leur action très très courageux. Et après, il y a eu des retours qui m'ont... J'étais là ou tu continues l'émission? Bah, là, t'es sur quoi, là? Diabido, c'est fini? Ouais. Bah, vas-y, bah, remets-nous en ligne. Ok. De retour sur radiosoninkara.com. Nous sommes toujours là avec nos invités. Donc, Alice Soumaré, conseiller régional Île-de-France, ainsi que Messiglam qui est là et d'ailleurs qui était en train de parler parce que en off j'avais posé une question sur l'opération qui avait été menée, n'est-ce pas Modibo, à Aulnay-sous-Bois où les mamans ont fait office de gardiens de la paix, je dirais presque d'îlotiers, presque de policiers à Aulnay-sous-Bois pendant la nuit du réveillon. D'ailleurs, où il ne s'est rien passé. Il n'y a aucune voiture à Aulnay-sous-Bois qui a brûlé à ce moment-là. Donc justement, je voulais avoir l'avis de nos invités. Mais Siglam, donc tu nous disais à ce sujet. En fait, par rapport à ce sujet, c'est une très belle action de ces mamans-là. Mais en contrepartie, en fait, c'est un peu triste d'en arriver là parce que du coup, qui dit nos mamans dehors dit, bah en fait, on n'est pas exclus, mais c'est comme si un petit peu ce côté-là d'Aulnay était en retrait parce que les agents de la police ne peuvent pas accéder parce qu'il y a trop de violence. Deuxième part aussi, ce qui m'a un peu attristé, c'est que au retour, les personnes, du coup, donc on est d'accord, il s'est rien passé cette journée-là. Au retour, du coup, comme les mamans étaient là, donc ces enfants-là n'ont pas pu faire n'importe quoi. Mais je suis pas d'accord avec ça puisque c'est pas forcément leurs enfants qui sont dehors en fait. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'amalgame sur ce sujet-là en fait. Donc c'est bien, mais d'un côté, il y a beaucoup d'amalgame qui a autour en fait. Alice Soumaré, tu partages la même opinion parce que quelque part, j'ai envie de dire, moi, c'est un retour de la parentalité. À un moment donné, les parents réoccupent l'espace et reprennent leur place dans la société, non? Ben moi, alors pour le coup, ça va être un débat. Je partage pas trop ton point de vue. Moi, je pense que c'est tout à fait normal ce qu'ils ont fait les mamans. Et moi, j'aime beaucoup un proverbe qui dit: demandez pas ce que les États-Unis d'Amérique ont fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites pour les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Macron a repris la citation. Et d'ailleurs, a repris la citation. Et en fait, j'aime la philosophie de ces citations parce que c'est pas le rôle de la police qu'à un moment donné d'être avec les enfants. Et après tout, les parents. Alors, ça peut avoir un côté stigmatisant, mais je pense que c'est important qu'il y ait un retour de l'espace public, comme disait Mams, et que les parents, en fait, les citoyens, de manière générale, prennent leur part de responsabilité quant au fait, à un moment donné, de vivre ensemble, d'être là. Alors, je pense que c'est pas dans le profil, et disons-le très clairement, parce qu'on va pas se raconter, on va pas faire de filtre là-dessus, pas que ce soit les mêmes profils de personnes qui puissent venir, mais l'idée même aujourd'hui qu'à un moment, à l'échelle d'un territoire, que ce soit les habitants qui prennent en main à un moment donné le quartier, moi je trouve que non seulement c'est bien, et que c'est même pas dire à un moment donné qu'ils prennent le rôle de quelqu'un. Non, ils prennent pas le rôle de quelqu'un, c'est des parents. Après tout, c'est leurs enfants au sens large du terme qui sont là. Si leurs enfants ils passent le 31 dehors, c'est normal qu'une partie des parents. Après, il y a peut-être moi, à contre-courant de ce que tu disais,
que ce soit forcément les mamans. Moi, je pense que ça peut être aussi les papas, ça peut être aussi, voilà, vraiment au sens large du terme, et que ce soit pas forcément les mamans. Alors peut-être que la symbolique, c'est vrai que quand c'est les mamans, eh ben, il y a beaucoup plus de respect, il y a quelque chose et autre et tout. Bon, il y a peut-être le poids de la symbolique, mais en tout cas, non seulement je salue évidemment l'initiative, mais en même temps, je trouve ça normal. Alors, il y a la diseuse de bonnes histoires qui nous dit que c'est pas le rôle des mamans, mais c'était plutôt le rôle des grands frères. Modibo, je te retourne la question. Elle dit que les mamans n'ont pas à être dehors dans le froid et la nuit. Je salue également Ardo Kundo qui nous a rejoint, qui est mon voisin et qui va peut-être intervenir au moment de cette émission. Modibo, justement, qu'est-ce que toi tu en penses du fait que ce soit le rôle des grands frères d'être dans la rue et de faire justement office de police ou autre pendant la nuit du réveillon? Bah déjà en fait, on avait évoqué déjà le sujet parce qu'on avait pris la thématique. Quelle est la responsabilité des parents sur l'espace public? Moi je pense que l'intention elle est bonne, l'intention des mamans elle est bonne. Mais en fait j'ai vu quand j'ai vu le sujet sur BFM TV, je vois que c'est trop instrumentalisé. En gros c'est des sauvageons, donc il y a que les mamans qui sont là pour les comprendre. Donc on va envoyer les mamans et avec les mamans ils vont comprendre. Il y a quand même une responsabilité. Déjà la responsabilité des parents et des parents, des grands frères bien évidemment, mais aussi de l'État, des pouvoirs de la municipalité, des pouvoirs politiques, de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention elle est bonne, mais en fait, j'aurais aimé que ça soit tous les citoyens qui se donnent la main et qui fassent bloc. Mais que les mamans le fassent, c'est comme quand je discute avec Ali Soumaré. Ali Soumaré dit ouais mais moi je suis rentré par politique, j'avais pas vocation à faire de la politique. Mais en fait ça a été le prolongement des actions. En fait ce que les mamans font là, on n'a pas besoin de le mettre en avant, c'est des choses qu'elles font tout le temps en fait. C'est quels sont les moyens qu'on va leur donner pour qu'elles puissent mettre en place ce genre d'action. Il ne faut pas que ce soit des opérations de coup de buzz en fait. Tout simplement. Donc toi tu dis que c'est une opération qui doit être à la fois pérenne et que justement il faut que ce soit soutenu à la fois donc par les élus locaux, Ali. C'est bien, on va débattre, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une émission. Moi je suis pas complètement d'accord et pour le coup c'est l'évolution qu'on appelle ça d'une pensée politique que j'ai sur là-dessus. Moi je pense que c'est exclusivement de la... Enfin, si on se dit les choses, vraiment on est sans tabou, je vous l'ai dit et autres et tout, il s'agit pas de trucs et tout. Honnêtement, moi, mes enfants, s'ils fêtent pas le 31 avec moi, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Et à un moment, et il s'agit pas d'indexer qui que ce soit. Il s'agit de dire à un moment donné les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est ça à un moment donné qui manque aujourd'hui dans le débat public et dans la société. C'est pas le rôle du maire. C'est pas le rôle. Quand je dis c'est pas le rôle du maire, le rôle du maire c'est d'administrer une ville et qu'il y ait un moment sur les temps scolaires, sur un certain nombre de choses, c'est qu'il y ait des activités. Mais il y a un moment, le partage de la parentalité se fait pas ni avec le maire ni avec le président de la République. Il se fait uniquement avec les parents. Enfin, on peut pas avoir des enfants et à un moment donné et demander à ce qu'on partage à un moment donné la responsabilité entre guillemets un 31, c'est un truc en famille. Enfin, c'est un événement en famille. On est avec ses enfants ou en tout cas on organise des choses. Donc c'est pas pour être dans la contradiction ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, moi j'ai évolué sur autant à un moment donné je trouvais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. C'est la responsabilité des parents. Moi, je vois mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un enfant de 8 ans et de 4 ans. Je peux pas demander à un moment à la mairie ou autre et tout de s'occuper de mes enfants le 31, ou en tout cas de m'aider à m'occuper de mes enfants le 31. C'est pas possible. Donc, pour participer, et je vais donner la parole à Messiglam parce qu'elle voulait intervenir sur ce sujet, 09 70 46 40 47. Je répète, 09 70 46 40 47. Pour participer à l'émission et nous rejoindre en direct. Mamadou Sissé qui nous dit qu'il partage cet avis. Il faut aussi situer la responsabilité des parents. Voilà. Et la diseuse de mon histoire qui dit je partage finalement le point de vue de Ali Soumaré. Messiglam, qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Je voulais rajouter les maires qui ont fait cette action-là. Si j'ai bien compris, moi en fait, ça se trouve je suis hors sujet, hein. Si j'ai bien compris, c'était pour éviter la délinquance dans la rue, on est d'accord. Donc ce qui veut dire que si ton enfant fait le 31 dehors, c'est pas forcément, enfin c'est parce qu'il est pas à la maison forcément qu'il fait de la délinquance dehors en fait. Donc faut pas tout mélanger en fait. Oui. Parce que là en fait ces mamans-là c'était vraiment pour un certain cadre d'enfants, c'est pas pour tous les enfants d'Aulnay en fait. Donc ça se trouve elles-mêmes elles étaient dehors mais leur propre enfant était même à la maison. Peut-être. C'est ça en fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette action-là, en fait, le 31, après, certains le font en famille.
Après, c'est dans des familles bien constituées. Si on a l'occasion, c'est l'idéal en fait. C'est l'idéal, c'est de le faire en famille. Mais pour ceux qui ne le font pas en famille, pour ceux qui ne peuvent pas le faire en famille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est juste le 31 qu'on met en place des choses? Le rôle du maire, les mères, le rôle des mères, des mamans. Le rôle des mamans, honorable. C'est bien, bonne intention. Le rôle des maires, auto, etc. C'est d'administrer une ville. Mais c'est de mettre en place des projets, c'est de créer. En fait, le maire, c'est quoi? Le maire, c'est le premier employeur de la ville. Il y a des maires, par exemple, juillet-août, quand les jeunes foutent un peu le boxon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on les emmène en vacances 2 mois pour qu'ils laissent tranquille la population. Est-ce que c'est une solution? Je crois pas. En fait, il faut en parler de politique, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa responsabilité. Avant, on disait que les parents étaient démunis. Maintenant, c'est des parents qui sont... Avant, ils étaient démissionnaires, pardon. Maintenant, c'est des parents qui sont démunis. Les parents, ils ont pas tous les moyens. Après, la responsabilité, elle n'est pas entièrement que sur les parents, mais il y a une part de responsabilité. La responsabilité, elle est collective. Est-ce qu'ils sont vraiment, je fais l'avocat du diable, entre guillemets, hein. Est-ce qu'ils sont vraiment si démunis que ça? Il n'y a pas longtemps, moi, j'étais invité à l'assemblée générale d'un club de foot. Tout à fait. C'est des amis à moi qui gèrent le club de foot à Villers-le-Bel. Bon, on m'appelle, on me dit voilà, on a un sujet, en plus, tu es revenu à la région, il faut qu'on trouve des financements, on n'arrive pas à boucler le budget. On regarde le budget, c'est l'Assemblée Générale, on est tous là et tout. Mais moi, je viens d'abord en tant que citoyen. Donc je regarde, avec le recul que j'ai, parce que moi-même, j'ai été il y a 25 ans, j'allais au foot comme eux. Enfin, quand j'étais jeune, j'allais au foot comme eux, et dans le même club. Bon, il y a un moment, moi, je vois un poste budgétaire qui n'existait pas il y a encore, en tout cas, quand j'avais 13 ans ou 14 ans, c'est la location de car. Ouais. Nous, à l'époque, il y avait des parents, souvent les mêmes d'ailleurs, ça tombait souvent sur les mêmes, qui prenaient leur voiture et qui nous emmenaient faire les matchs de foot. Maintenant, aujourd'hui, et les enfants jouaient systématiquement. Plus aucun parent ne veut donner du temps pour pouvoir accompagner les enfants. Mais pourquoi? Parce que mais ça veut dire qu'il y a une démission des parents, ou ça veut dire que parce que les coûts, justement, pour ces parents en question, les coûts d'essence et autres d'assurance sont devenus trop importants? Mais est-ce qu'on peut dire que des coûts, à un moment donné, sont trop importants quand il s'agit de l'éducation de ces enfants? Moi, c'est une question pour certaines personnes, oui. Eh ben non. Moi personnellement, moi je peux pas parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut forcément, à un moment, tu veux que ton fils, à un moment donné, soit éduqué. C'est-à-dire que si chacun fait une part de sacrifice. Chacun fait une part de sacrifice pour dire, je vais donner du temps. Ouais. D'accord? Et arrêter de dire, oui, non, l'État n'a qu'à faire, Et je vais donner du temps. Et ben, forcément, le prix de la licence, qui à l'époque devait être à moins de 100 euros. Aujourd'hui, c'est 250 euros une licence. 250, mais 250 euros parce qu'une location de carte, ça coûte de l'argent. Ah, 250 euros, mais oui, mais parce qu'à un moment... 250 euros à l'Issoumaré, c'est un budget aujourd'hui. C'est combien en CFA? À un moment, oui, mais moi, je te dis pas que c'est pas un budget. Je te dis que si on veut que ce soit... 180 000 francs CFA. Si on veut agir sur les coûts, si on veut agir sur les prix, il faut regarder ce que ça coûte de gérer un club de foot. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Ça, il faut qu'on se dise à un moment donné. Soit c'est les parents qui payent leur part de sacrifice, soit c'est... Mais à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Et je dirais même, si c'est la mairie qui compense, c'est les impôts. Les impôts, qui payent les impôts? C'est les gens qui payent les impôts. Donc, à un moment, on peut pas avoir des gens qui disent « Moi, je veux pas payer d'augmentation d'impôts, je veux pas payer plus d'impôts, je veux pas ceci, mais en même temps, je veux que mes enfants soient... » C'est-à-dire qu'on a le peuple français, de manière générale, qui veut plus de services publics, mais qui veut pas payer d'impôts, et qui veut pas non plus prendre sa part de responsabilité. Et je comprends pas, moi. Il y a 20 ans, ça existait. Et pourtant, les parents, ils étaient pas plus riches, ils étaient pas plus riches. Aujourd'hui, moi, je parle aujourd'hui, y compris de parents qui sont de ma génération, qui appartiennent, on va pas se raconter d'histoire, à la classe moyenne, et qui ont pas de problème de bouclage de fin de mois particulier. Après, ils sont à découvert par moment, mais ça arrive à tout le monde, et c'est pas le sujet. Mais tout le monde est sur le réflexe, c'est de la responsabilité de l'État, j'ai pas le temps, moi je vais aller m'occuper de mes petites affaires le samedi. Bah si tu t'occupes de tes petites affaires le samedi, celui qui est le président du club de foot à un moment, il a un budget. Et ben s'il doit payer des cartes tous les week-ends pour emmener les enfants, et ben la licence, ça va augmenter. Parce qu'à un moment, il y a plus d'argent public, les parents ne veulent plus donner du temps et s'engager, donc qui paye? Qui paye à un moment donné? Et c'est ça le truc. Et est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, passer du temps avec son enfant le samedi, c'est peut-être normalement la priorité qu'on devrait... Alors, Ali, sans vouloir te couper, il y a le rat bootlegger qui dit que tous les nouvel an, il y a des soucis, on fait quoi là-bas? C'est-à-dire en termes de moyens pour prévenir ce genre de problème, ce n'est pas le moment de le faire. Ça, il revient sur le sujet. Alors, c'est à qui? Il revient sur le sujet en parlant de la police municipale, et il dit, on voit le politique Monsieur Col Blanc. Ouais, ça c'est bas le rat.
Et la diseuse de bonnes histoires qui était d'accord avec toi, là, elle te dit que tu es hors sujet, Ali, sur la question du budget concernant les clubs de foot. Et toi, Messiglam, qui sera une future maman, justement, qu'est-ce que tu en penses que cette licence qui est passée de 100 à 250 € et sur le fait qu'il faut que... Moi, je trouve que c'est excessif quand même. Parce que, après, il faut voir en fait. Dis-toi bien, si dans une famille, tu as au moins déjà 2-3 enfants, le coût aujourd'hui, en fait, c'est tellement compliqué. Avec nos salaires minimes, 250 €, sincèrement, c'est excessif. Sachant que. Surtout si tu as 8 enfants. C'est ça. Alors, moi, encore, nous, on va sur une base de 5, mais nos parents, ils en ont 9, 10. Juste au propos qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce que j'étais en train de dire. Moi, je dis pas que c'est pas excessif. Je dis qu'à un moment donné, si on veut payer moins, quelle part de responsabilité on prend? On peut expliquer à longueur de journée derrière son clavier qu'on est hors sujet. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, la prise de responsabilité, soit on prend nos responsabilités et on fait ce qu'il y a à faire, soit on continue de dire que bah non, c'est de la faute de l'État. On peut dire que c'est de la faute de l'État. Bien sûr, c'est la faute de l'État. Oui, mais on peut le dire. On peut le dire. Mais l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est pas quelqu'un d'autre. L'État, c'est nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'État, à un moment donné, c'est nos impôts. C'est nous qui, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, je veux pas payer d'impôts, mais je veux pas de trucs. C'est-à-dire que c'est pas. Pour voir l'augmentation des salaires dans ces cas-là. Oui, mais Messiglam, à son corps défendant, vous avez quand même voté. Oui. Donc l'État, vous avez voté pour l'État que vous souhaitiez. Mais au-delà même de ça. Non? Ouais, on a voté, mais... Ou t'as voté par défaut? Des fois, c'est un peu par défaut. Ah, par défaut. Ah oui. Par défaut. Ouais, mais attention, quoi qu'il arrive, on est d'accord sur une seule chose, c'est qu'il y a une responsabilité qui est collective. Tant qu'on sait ça, personne n'est hors sujet. Il y a une responsabilité collective. Après, ça dépend de la perception des uns et des autres. Mais en tout cas, il y a une responsabilité qui est collective. Chacun doit se poser les bonnes questions. Et c'est une bonne thématique. Et ça donnera lieu à d'autres sujets, à d'autres émissions et à d'autres séminaires, même s'il le faut. Parce qu'il faut vraiment se poser les questions. Après, au moins, Ali, il est en col blanc, mais au moins, il vient affronter les choses. Et après, il assume là. Le col blanc, d'ailleurs, j'ai souvent des chemises blanches, je les aime bien. Moi, Est-ce que t'as des bazins blancs? Comment? Mais j'ai même des bazins blancs. Mais en fait, on peut dire tout, à chaque fois, ouais, mais on voit le politique et autres et tout. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Simplement, à un moment, soit on a un vrai débat. C'est facile à un moment donné. Et moi, je pourrais arriver et dire, ouais, les pauvres choux, le monde est contre eux, il faut vraiment et autres et tout. Honnêtement, franchement, on devrait critiquer aujourd'hui ceux qui font du misérabilisme, là. Et ce que même dit souvent du paternalisme. À un moment, moi, mon discours, il consiste à dire, et il prend en compte une évolution à un moment donné d'une pensée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le proverbe, et ça en vient à ça, c'est à un moment donné quelle part de responsabilité on prend quant à l'éducation de nos enfants et autres et tout. On peut dire ce qu'on veut, à un moment, ceux qui vont venir vous dire en antenne, les politiques, et on les a connus d'ailleurs, de droite comme de gauche, on va tout faire pour vous, on va tout régler, on va s'occuper de vous, vous occupez pas. Ça s'appelle déresponsabiliser les gens, ça s'appelle faire du paternalisme, du paternalisme. Ah, mais c'est que là, on est toujours assis à la même chaise. Oui, toujours, hein, toujours malheureusement. Alors, justement, je voulais changer un peu de sujet. C'est vrai qu'on a évoqué donc les mamans, la bonne action des mamans qui s'est faite à Aulnay. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Alors sur le sujet, il y a ceux qui perçoivent l'allocation en rentrée ont des réductions sur les activités extrascolaires ainsi pour les vacances. Donc c'est beau la France, c'est un beau pays. Fatouma Soukouna qui nous dit que les clubs de foot ou autres sports amateurs ne font pas de business. Si un coût est annoncé, c'est qu'il y a un besoin et des charges derrière. Je pense. Alors, on a une autre question. Je vais répondre juste par rapport à ça. Après, moi, je réside dans une ville à Torcy, où c'est un très grand club, on sort beaucoup de jeunes, donc il y a Pogba qui sort de là-bas. Et les clubs de foot à Torcy, donc on a un vivier de très bons jeunes, et ils font du business. Pourquoi ils font du business? Parce que la licence, elle est à 250 €, mais quand la licence, elle est à 250 €, c'est-à-dire qu'il y a un survêt Nike. En fait, on fait des partenariats avec Nike, avec Adidas, et avec les sponsors, avec les marques, avec le sac. C'est-à-dire que maintenant, on fait du business. Ok. Donc je dirais là-dessus les avis sont partagés. Maintenant, on dit la même chose. En fait, c'est pas le pistolet qui tue. C'est-à-dire que si après il y a des gens malhonnêtes, il y a peut-être des gens malhonnêtes ou des gens qui exploitent. Forcément malhonnête. Quand je dis malhonnête ou en tout cas qui utilisent les autres. Mais ça revient à dire c'est pas de la responsabilité de l'État. Non, c'est Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si à un moment un club de foot à un moment dégage des bénéfices, d'ailleurs c'est pas forcément malhonnête. Non. Pour pouvoir trésoriser et pour pouvoir faire des activités avec les jeunes, parce qu'on sait pas en fait la réalité ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire c'est que tout a un coût dans la vie. Donc il y a un moment à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui paye. Soit c'est l'État, il prend dans les impôts des gens, soit c'est les licences. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui paye. C'est souvent les mêmes qui payent. Donc toi tu payes.
Donc après l'émission, tu payes. Je paye. Donc tu payes. Ok. Je voulais passer à un autre sujet parce qu'on a évoqué donc le sujet des mamans. Justement, Messiglam et d'autres, Champigny, le drame de Champigny, le fait que les policiers se soient fait agresser à Champigny. Ah ouais. Qu'est-ce que toi tu peux m'en dire là-dessus? Alors, ce qui s'est passé à Champigny, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. C'est humiliant pour nos communautés, parce que c'était quasiment que des gens de couleur. Moi, je suis claire, hein, je vais pas mâcher mes mots. Des gens de quartier. Donc, voilà, en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a quelques temps avant, on parlait d'esclavagisme, enfin, on parlait de plein de choses. De la Libye, toutes ces choses, ça. etc. Oui. Et d'ailleurs, on reviendra après voilà. sur une question de politique étrangère. Exactement. Et là, maintenant, voir ça, enfin, nos frères, voilà, c'est désolant et c'est honteux. Et après, c'est difficile pour nous de tenir oui les noirs, nanana, vu qu'à côté de ça, on voit ce genre d'action, bah, on sait plus quoi faire en fait. On sait plus quoi faire et faut trouver des solutions pour justement sensibiliser ces jeunes à comprendre la vie en fait, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris la vie, ils ont pas été sensibilisés, donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je sais pas comment on va y arriver, mais il y a des choses à faire en tout cas. Mais en tout cas, c'est... Ali, d'un point de vue, d'une vision, parce que toi, tu fais partie d'un parti qui a été en responsabilité, donc qui a eu à gérer ces problématiques d'agression envers des policiers. On l'a vu à Corbeil-Essonnes, on l'a vu à d'autres moments. On a vu aussi parfois des bavures policières, hein, où la police agissait également de manière excessive. Mais est-ce que un drame comme ce qui s'est passé à Champigny, ça doit exister dans une république? Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça peut pas exister. Et d'ailleurs, le drame de Champigny n'a rien à voir avec des fois quand il y a eu des révoltes dans les banlieues. Il y a aucune violence n'est légitime, mais c'est pas la même, c'est pas la même chose. Là, moi, je sais pas si c'est un problème de sensibilisation, mais en tout cas, c'est des barbares de s'en prendre à deux policiers et de leur taper dessus. Et imaginez 2 secondes qu'un des policiers ait pris une arme, qu'est-ce qu'on aurait pu dire. Mais au moins, ce que je constate, moi, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, c'est pour le coup, il n'y a pas eu des fois, on est un peu borderline, y compris dans nos gens, ce que j'appelle nos gens. Là, quand même, tout le monde s'accorde à dire que c'est barbare. C'est barbare. Il n'y a pas de oui, mais j'ai quasiment pas lu de oui mais autre et tout, parce que des fois je vois des gens là, je trouve que d'ailleurs celle qui m'a dit col blanc, peut-être qu'elle va dire c'est encore de la faute de l'État, hein, mais non, c'est un gars qui avait dit col blanc. D'accord, donc peut-être qu'il va dire que c'est de la faute de l'État là qu'on a agressé, mais en tout cas là pour le coup moi je trouve que c'était extrêmement important que les gens condamnent, parce qu'il faut pas mélanger les choses. Là, c'est un acte barbare. Il y a même pas de problème de sensibilisation, parce que honnêtement, ces mêmes personnes-là, si jamais leurs parents ou un frère ils étaient policiers, on les aurait agressés, ils auraient été malheureux, ils auraient été malheureux. Donc on peut pas dire qu'ils ont pas compris que c'était mal ce qu'ils faisaient. Et encore une fois, ça aurait pu avoir des conséquences, parce que si un policier était resté à terre et mort et autre et tout, ça aurait été encore plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment de la violence gratuite, et en plus on s'en prend à plusieurs sur des policiers. Moi je peux que dire franchement saluer le sang-froid des policiers, encore une fois qui sont des policiers armés, qui n'ont pas utilisé leur arme, et ça on leur tire tout notre chapeau. Ils ont tout notre soutien, en tout cas toute l'équipe sonicara.com et moi et Modibo, nous on leur tire le chapeau, et on espère qu'ils vont avoir un très bon rétablissement. Moi, je pense qu'en fait, il faut avoir le juste milieu. En fait, il faut condamner les violences policières quand il y a des violences policières. Et il faut condamner les violences quand elles sont faites aux forces de l'ordre. Surtout qu'en plus, le retour, il est plus fatal pour nous, en fait. Ils sont payés par nos impôts. Alors justement, la diseuse qui est très active ce soir, nous disait une question. Pourquoi les jeunes qui sont au chômage ne font pas comme métier policier? Tiens. Moi, Siga, tu as perdu ta langue? Bonne question. Pourquoi les jeunes qui sont au chômage, après c'est une question de... Après je pense que c'est une question de volonté, hein, s'ils n'ont pas envie de le faire, ou de vocation, enfin, c'est... Voilà. Ça, je pense que c'est un sujet... c'est au cas par cas, je pense. C'est vraiment du cas par cas. Après, il faut savoir, dans les quartiers sensibles, faut voir. Même si tu n'es pas contre la police... Admettons, moi, j'ai envie d'être agent de la police demain, bah, je sais que, mais voilà. Alors, il y a Djouma Diarra qui dit, salut Djouma au passage. Elle nous dit, jamais de la vie, mais moi, Djouma, je suis pas d'accord avec toi. Il faut justement qu'on soit dans la police et qu'on soit dans tous les organes républicains, qui dirigent et qui font ce pays, non? Et d'ailleurs, on invitera des responsables de la police, et d'autres, dans l'émission pour venir discuter.
Et il y a de plus en plus, pour répondre à ta question, de plus en plus de gens issus de l'immigration, issus des quartiers qui sont dans la... moi, je le vois en tout cas, l'évolution. Et aux États-Unis, Dans la police. D'ailleurs, Quand il y a eu les événements, il y a pas mal de policiers qui sont des policiers de confession musulmane, enfin notamment le policier qui est décédé. Donc non, aujourd'hui il y a de plus en plus, peut-être pas assez ou peut-être pas à l'image, mais de plus en plus il y a des policiers qui sont issus des quartiers, en tout cas qui sont dans la police. Et c'est tant mieux. Après, Mams a évoqué la politique étrangère, on va en parler, mais selon vous, est-ce que vous pensez qu'on a assez de décisionnaires issus de nous, on se comprend quand on dit issus de nous, dans les hautes instances de la France, de la République? Est-ce que vous le pensez? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes issues de nous dans. Nous, ça veut dire à un moment donné, nous, c'est la France. En gros, vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, en gros, vous êtes en train de dire que finalement, le président Macron nous avait prédit une certaine diversité au sein de l'Assemblée nationale. Elle n'existe pas, cette diversité? Non, c'est un gouvernement HEC, malheureusement. Gouvernement HEC. Gouvernement HEC, toi tu dis. Ouais. Donc il n'y a pas cette diversité comme il le prônait, En fait, justement avec des chômeurs, des gens issus de la diversité, etc. En tout cas, pour le moment, non. Pour le moment, non. À voir par la suite, éventuellement, s'il y a quelques personnes qui seraient intéressées à intégrer ce gouvernement. En tout cas, pour le moment, c'est vrai que même s'il y en a, c'est très minime en tout cas. Bah, nous, on a eu dire quand même qu'il a fait des propositions à certaines personnalités issues de la diversité qui, pour le moment, ont refusé. Moi, il y a plus que ça. Il y a même des députés aujourd'hui qui sont issus de l'immigration. Pour le coup, c'est pas mon parti, donc je peux le dire très tranquillement. Qui sont issus de l'immigration, de 3 qui sont d'origine sénégalaise et qui sont, enfin les députés, mais compris maintenant dans la préfectorale. Alors c'est vrai que ça avance. Ouais, mais moi, je serais toujours. Je sais que il y en a certains qui diront que c'est un propos de politicien de dire ça, mais moi, le pouvoir, ça se donne pas. Vraiment, le pouvoir, ça se prend. Le pouvoir, ça se prend. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans nos pays d'origine, il n'y a pas un endroit où quelqu'un vient vous dire, tiens, il y a le pouvoir, là, tiens les clés du pouvoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre le pouvoir à un moment donné, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et quand je faisais le lien tout à l'heure, même si on disait que j'étais hors sujet, sur le club de foot, sur l'engagement et autres et tout, parce qu'en fait, si on n'est pas engagé, comment vous voulez être... D'ailleurs, comment Ali Soumaré s'est engagé en politique pour devenir conseiller régional? Mais moi, à la base, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'étais engagé sur le terrain associatif. Et à un moment, avec des amis, on s'est dit, mais en fait, en réalité, on demande. Et en fait, les gens, ils nous disent oui ou non. Et à un moment, on va changer les choses. On va rentrer et on va nous aussi exister. On va être aussi décisionnaire. Et c'est ce constat-là. Et il y en a plein d'autres. Je dis notre exemple. Mais aujourd'hui, moi, je tourne un peu en France ou à d'autres endroits. Ça commence. Il y a ce mouvement-là. Peut-être pas assez, peut-être pas et autres et tout. Voilà. Et autres et tout. Après, c'est vrai que c'est des bons exemples. Par exemple, Mams, comme toi, c'est vrai que vous êtes ce genre de personnes-là qui peuvent nous aider, nous, à t'élever, à se foncer dedans. Mais c'est vrai que sans repère comme ça, c'est vrai que c'est difficile de se lancer dans ce... C'est vrai, c'est hyper difficile de se lancer dans ce genre dans ce monde-là, en fait. Si t'as des repères, on peut dire que tu peux y arriver. Mais sans ça... on va pas se mentir. Je pense qu'il faut on va pas se mentir, c'est difficile. Il faut multiplier cette émission-là. Elle participe de ça, de valoriser ce qui peut se faire de mieux. Mais encore une fois, et je le dis, et c'est vraiment peut-être dur quand je le dis, mais en même temps, c'est comme ça et c'est la réalité. Le pouvoir, vraiment, il ne donne pas. Je connais pas un endroit. Si vous connaissez un endroit dans le monde où on donne les clés du pouvoir, vraiment donnez-le-moi, moi j'y vais et je m'assois là-bas. Vraiment, le pouvoir, ça se prend avec les dents, ça se prend même pas avec les mains. Ça se prend avec les dents, c'est un combat. Il n'y a pas longtemps encore aussi, je t'ai invité à une conférence, il y a des gens qui disent oui, mais c'est compliqué, regarde toi par exemple, les gens ils te donnent des coups. Je dis mais bien sûr les gens ils donnent des coups. Mais qui va te dire tiens Ali, on prend le pouvoir? Mais non, bien sûr, il faut pouvoir continuer à se prendre en main, s'engager dans les associations de parents d'élèves, s'engager dans les associations, que chacun, pas forcément dans l'engagement politique d'ailleurs, mais que chacun essaie de contribuer à faire améliorer la société, parce que plus on est nombreux à s'engager, plus on est représentatif, et mieux ça sera. Et c'est plus facile de se plaindre aujourd'hui quand nous on a fait des choses que quand on n'a rien fait, et qu'on est au café toute la journée et qu'on dit ouais non mais la société elle tourne, la société elle va pas. Ali, tu parlerais peut-être des discussions de comptoir, c'est ça? Discussions de comptoir où tout le monde a accès à Internet maintenant. Où vous disiez nos gens là, ou ceux qui sont derrière leur clavier, tout le monde aujourd'hui est
un avis sur son clavier. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais toi concrètement c'est ça. pour faire avancer la société? D'ailleurs, j'oublie pas la politique internationale. Ma question, elle a un lien avec la politique internationale. C'est maintenant, qu'est-ce qu'un Ali Soumaré il a pu apporter à la communauté soninké? Moi d'abord, je suis pas l'élu de la communauté soninké. Ça, s'il faut le dire. Moi, j'étais élu à Villers-le-Bel, j'ai évolué à Villers-le-Bel, j'ai évolué dans le Val d'Oise, et aujourd'hui, je suis élu au conseil régional. Mais, effectivement, compte tenu de mon histoire, issue de l'immigration, issue des quartiers, ben, j'essaye à chaque fois, par rapport à ce que je fais, et ben de pouvoir à un moment donné parler de la représentativité. Ça, la représentativité, c'est à un moment donné par rapport à une histoire particulière, parce qu'on n'est pas les mêmes profils. Il ne faut pas qu'il y ait que des gens d'HEC, il ne faut pas qu'il y ait que des gens d'HEC, mais il ne faut pas qu'il y ait que des gens des quartiers. Il faut qu'il y ait tout pour pouvoir à un moment donné faire avancer les choses et apporter son regard. Et moi, quand on était dans la majorité, sur la question des quartiers, aujourd'hui sur la question notamment internationale et sur le lien avec l'Afrique aujourd'hui, qui est quand même, je veux dire, il faut qu'on sorte de la logique misérabiliste qu'on a de l'Afrique. C'est quand même des pays aujourd'hui où la France, on a besoin. C'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, c'est nous qui avons besoin. D'ailleurs, clin d'œil à Idrissa, hein, c'est nous qui avons besoin. Tu nous envoies des billets d'avion là pour le festival Sonic. Justement, là, l'anneau s'est passé, on a besoin de 3, 4, voilà, donc on est venu à la fin. Messiglam, elle veut y aller, Arnaud, veut y aller, on veut tous y aller à Dakar. Idrissa prépare nos billets, là. Voilà, donc Idrissa, nous, on n'a pas de visa, mais nous, on veut venir, on veut les visas, on veut le billet d'avion pour aller au Sénégal. Donc, alors il y a pas mal de choses qui ont été dites sur la toile. Malamine Mam, tu reviens sur le fait que la police partout et encore plus dans les quartiers, pas n'importe quelle police depuis que Nicolas Sarkozy a supprimé en 2003 la police de proximité, les relations entre les jeunes et la police ne cessent de se dégrader. Je lui dis calmement, Nicolas Sarkozy et Charles Pasqua ont vraiment fait du mal au métier des policiers. Effectivement, Malamine, c'est un avis qui, je pense, est partagé par pas mal de monde. Alors, je voudrais revenir, juste avant qu'on traite de cette question de politique étrangère, Rokhaya Diallo. D'ailleurs, parlons-en. Rokhaya Diallo, il y a Fodje Cissé, le président, qui s'excuse parce qu'il ne peut pas participer à l'émission et qui te salue pour ton engagement et tout ce que tu as pu faire. Et justement, il a posé la question par rapport à Rokhaya Diallo. C'est suite à ça que tu réagis? Non, mais même ça faisait partie justement des éléments que je voulais évoquer. Rokhaya Diallo, le fait qu'elle ait été exclue. D'ailleurs, il y a eu un mouvement, je dirais, républicain de la part de cette commission finalement qui a présenté sa démission. Je trouve que ça a été très courageux de leur part. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez justement quand aujourd'hui encore Messi ou d'autres, est-ce que vous avez un avis sur la question? Non, pas trop. Tu connais pas trop le sujet, Ali? Oui, je pense que la réaction qu'il y a eu, de toute façon, Rokhaya Diallo finalement c'est le thermomètre aujourd'hui de l'état dans lequel on est en France, ce qu'on appelle ce plafond de verre et autres et tout. C'est-à-dire que là, c'est une institution qui est complètement indépendante et parce qu'elle aurait des prises de position politiques sur lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord, à un moment donné, elle serait exclue pendant que d'autres, en fait, peuvent tranquillement déverser leur discours de haine sans qu'ils soient à un moment donné sanctionnés. Donc oui, moi je pense que tu serais prêt à exclure Alain Finkielkraut de l'Académie française, par exemple? Mais je sais pas s'il faut l'exclure de l'Académie française, mais en tout cas, il y a un gars aujourd'hui qui déverse sa haine aujourd'hui des banlieues, des musulmans et d'un certain nombre de choses et autres et tout, et qui profite par exemple de Johnny Hallyday, du décès de Johnny Hallyday, pour encore dire des choses dont on a oublié, mais qui quand même sont des choses abjectes, extrêmement graves et sur lesquelles il n'est pas sanctionné. Et Rokhaya Diallo, qui à un moment donné parle de racisme d'État, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais à aucun moment dans un pays comme la France, ce qui fait la grandeur de la France, c'est justement qu'aujourd'hui on donne des leçons aux autres pays en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression. Et en quoi Rokhaya Diallo ne pourrait pas dire à un moment donné, encore une fois, on peut d'accord et pas d'accord avec elle, mais elle a le droit de dire à un moment donné qu'elle considère qu'à un moment donné il y a des choses qui relèvent du racisme d'État ou pas et qu'on débatte avec elle sans qu'on l'exclue de quoi que ce soit. Donc ouais, la réaction elle a été salutaire de tous ces membres qui ont démissionné. Et en même temps, ben voilà, Macron qui a été élu, soi-disant, en disant, c'est vrai qu'on l'a pas trop entendu là-dessus. On l'a entendu Macron là-dessus, Modibo. Macron et toute la classe politique, tout le monde a été silencieux. Tout le monde a été silencieux sur. Et d'ailleurs, le ministre, je crois que c'est le ministre qui est parti chez Bourdin. Il a botté en touche d'ailleurs sur la question. Il a botté en touche. Et ça me permet de dire une chose. Ça permet de dire une chose. Par exemple, aujourd'hui, très concrètement, Mounir. S'appelle Mounir, Mounir Majoubi, qui est élu du 19e arrondissement. Qui est du 19e arrondissement. Et quand on posait la question de nous, il a besoin des quartiers pour être élu. Quand on posait la question du nous, sortons du nous, parce qu'à un moment donné,
Dans le nous, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mounir, à un moment donné, il applique une politique gouvernementale et pour autant, il est dans le 19e arrondissement de Paris. Et le 19e, c'est pas le 16e. Il a pris la place, au secrétaire. Voilà, et au traitement, voilà. Et donc, à un moment, Mounir, on va pas évaluer à un moment donné le fait qu'il est d'origine maghrébine ou quoi que ce soit. On va évaluer sa politique. Sa politique, à un moment donné, à l'aune de ce qui s'est passé avec Rokhaya Diallo, sur d'autres choses. Et on va pas évaluer le fait qu'il est originaire de je sais pas quoi. Et voilà, lui, ça l'a pas empêché à un moment donné de mettre en place, alors qu'il est quand même membre du club 21e siècle, qui était l'élite de la diversité et qui parle à un moment donné sur les questions de diversité. Et là, aujourd'hui, très concrètement, lui, il considère qu'il a préféré mettre en place la politique là qu'ils ont. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé à un moment donné d'écarter Rokhaya Diallo. Donc, quand vous disiez le nous là, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais de manière provocatrice. C'est de manière provocatrice parce que vous pouvez très bien avoir un Mamadou qui est ministre et qui décide d'exclure Rokhaya Diallo. Et donc voilà. Et donc il faut regarder la politique des gens. Le nous, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le nous? Le nous, c'est ce qui est représentatif de la société française. Le nous, c'est pas que les 11 joueurs de l'équipe de France, tu vois. Moi, j'aimerais bien un jour voir un gouvernement du même type que les 11 joueurs de l'équipe de France qui vont peut-être gagner la Coupe du Monde en 2018. Il sera un peu noir, le gouvernement, là. Mais voilà, mais pourquoi ça poserait problème? N'oublie pas les horaires. Ah oui, les horaires, c'est vrai qu'il est 20h29. Samba, on est en direct, là? On est toujours en direct, nous sommes à 1 minute de la fin officielle de l'émission. Est-ce qu'elles prennent tout de suite l'antenne ou pas, Samba? Parce que c'est vrai que le débat ce soir est très passionnant, il y a pas mal de gens qui interviennent. On a combien de temps encore, Samba? Je vais appeler Koulibaly Diallo. Ah non, mais c'est vos prédécesseurs, quoi. Khalilou, il m'a écrit. Je l'appelle. Tout à l'heure. D'accord. Alors je vais juste faire intervenir peut-être certains de nos auditeurs, auditrices. Il y a Pat Slabs qui disait que pour prendre la parole et la garder, il faut un pouvoir économique fort. Que faisons-nous pour avoir une base financière capable de soutenir nos représentants communautaires? Après, je suis pas totalement d'accord avec nos représentants communautaires. Nos représentants, il aurait pu s'arrêter là-dessus tout court. Pour prendre la parole et la garder, il faut avoir un pouvoir économique. C'est la règle en Occident. Que faisons-nous pour nous constituer une base foncière forte? Et un message de Moussa Diop qu'on salue au passage. Mes frères, toujours dans une optique dynamique pour ceux-là. Alors, j'ai perdu son message qui était et en fait en gros il nous encourageait Moussa Diop, donc big up à toi et je te dis à très bientôt. Toi-même tu sais, voilà, sur les voies et les routes du militantisme d'Île-de-France. Messiglam, Oui. pour en revenir alors un peu à toi, ton actualité, mais je crois qu'on va te réinviter en fait. Oui, on va refaire une émission spéciale avec toi. C'est vrai qu'on a été passionné par les débats, par ces débats d'actualité aujourd'hui. On a à l'aube d'un changement. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans le cadre du voyage d'Emmanuel Macron au Burkina Faso. On le voit dans l'ère du changement. Par exemple, chez toi en Gambie, aujourd'hui, c'est le président Adama Barrow. Et on le voit que les jeunes franco d'origine africaine s'intéressent de plus en plus à la politique étrangère de leur pays. Est-ce que tu penses que ces jeunes, donc toi, moi, nous sommes une courroie de transmission entre la France, qui est notre pays, et nos pays d'origine, donc le pays de nos parents? Quel apport? Parce qu'on le voit qu'il y a pas mal de jeunes qui sont aujourd'hui en train de retourner dans les pays d'origine, y développer des choses, etc. Toi-même, tu développes une activité qui est liée au basin, au tissu, etc. Donc tu fais du wax, tu fais du business entre l'Afrique et la France. C'est quoi toi ta vision là-dessus? Moi je suis très contente en tout cas de voir autant de jeunes impliqués donc dans nos pays d'origine. Donc ça commence à vraiment prendre une grosse ampleur. Donc j'en fais partie parce qu'en effet je suis un peu styliste dans le vêtement wax et je tiens vraiment à aller en Gambie chaque année pour pouvoir prendre mes tissus en Gambie, donc dans le marché, comme une femme, comme une Gambienne, une vraie Gambienne, et ensuite les apporter en France. C'est un petit peu pour apporter un petit peu dans mon pays, donc je peux le faire ici, mais c'est vrai que j'y tiens vraiment à retourner pour reprendre mes sources et pour pouvoir faire évoluer notre pays, parce que je pense que nos pays peuvent évoluer, mais le fait que nous on ait la double culture, on peut apporter beaucoup plus à nos pays. Et je le vois quand je vois énormément d'associations maliennes qui font pour le Mali. Bon, c'est vrai, la France est là, mais je pense que
Voilà, on est. Tu penses qu'on pourrait faire pourrait vraiment faire ça, aujourd'hui beaucoup plus, et toi tu te sens par exemple d'être une ambassadrice franchement. aujourd'hui des deux pays, c'est-à-dire que de la Gambie en France et de la France en Gambie. Ouais, Ça exactement. te poserait aucun Au souci. contraire, j'aimerais bien justement évoluer dans ça, donc j'aimerais vraiment bien. Pour ça que là, Alors, toi Ali, tu as beaucoup œuvré là-dessus, parce que on parlera pas de ton passif, notamment au sein de la seconde génération, tout le travail qui a été fait, aussi bien, je dirais, associatif au niveau des chantiers jeunes, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution sur ces 15 dernières années entre la relation que peuvent avoir les jeunes franco? Et d'ailleurs, il y a un propos de Jamel Debbouze que tu reprends souvent, on ne choisit pas entre nos pères et nos mères, je dirais en 2-3 mots, quelle vision tu as aujourd'hui de cette implication des jeunes Français d'origine étrangère, en particulier d'Afrique de l'Ouest, vers leur pays d'origine, et quel constat tu en fais? Premier élément, c'est que d'abord, on vit dans un monde globalisé, mondialisé aujourd'hui, et donc du coup, c'est plus facile d'accéder à n'importe quelle capitale à l'international, et donc du coup, il y a toute une jeunesse, moi je le vois là, parce que on voyage ensemble, on le voit au Mali, on le voit au Sénégal, on le voit en Mauritanie. Il y a toute une jeunesse, je connais pas encore la Gambie, mais ça sera l'occasion. Il y a toute cette jeunesse-là aujourd'hui qui s'implique et qui essaie d'être une plus-value parce qu'ils ont compris qu'en fait, finalement, la connaissance des deux espaces pouvait leur permettre d'être une plus-value. Et ça, c'est important à souligner. Et un autre aspect, parce que je vois que ça sonne, peut-être que c'est on approche de la fin, mais il y a aussi en Afrique toute une génération de jeunes qui sont complètement décomplexés vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis qui ont eu des formations, autres et tout, et qui aujourd'hui sont dans du gagnant-gagnant, voilà, et qui le disent et qui n'hésitent pas à le dire, et ça fait plaisir. D'ailleurs, y compris quand ils nous parlent à nous en tant qu'élus, en tant que Français, ils disent arrêtez avec vos discours misérabilistes. Nous, aujourd'hui, on est sur du gagnant-gagnant, et ça aussi. Alors, c'est pas encore global, il y a encore des choses il y a des choses à faire, mais je trouve que ça, en tout cas, si je devais résumer là pour aller court, ces deux aspects-là, moi, à mon avis, c'est un bon présage. Il y a encore beaucoup de travail, ça touche pas tout le monde, mais si on s'appuie là-dessus et si on est un peu intelligent, on peut faire des choses intéressantes. Donc, on arrive à la fin de cette émission. D'ailleurs, je viens de voir, il y a quelqu'un qui a mis Fizo Banjul 2020. Peut-être que les Gambiens vont prendre le festival international Soninké. Ils vont le demander cette fois. Mais quand ils le demandent, c'est 200 000 euros qu'ils posent. Mais Sigla. Mais je crois que d'ailleurs, votre président, a priori, devrait faire partie des invités d'honneur de ce festival Fizo international du 21 au 25 février à Dakar. Peut-être que les Gambiens vont. Voilà, on a une info, un scoop. Modibo, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire également à nos auditeurs? Écoutez, merci à tout le monde d'avoir écouté. On remercie les deux invités qu'on espère faire revenir très prochainement. On a évoqué plein de sujets, des réponses qui peuvent être même des thématiques. Après, le temps est passé tellement vite. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles aventures, on va dire. Le mot de la fin, Alice Soumaré? C'est quoi la citation? Je vais vous laisser chercher la citation. L'auteur de la citation, c'est quoi? C'est tu peux pas voler, cours. Si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à avancer. T'es bon, du élève. Merci. Big up. Parfait pour moi. Si tu peux pas voler, Je cours. rejoins ce qu'il dit. Parfait pour Si toi. tu peux pas Parfait courir, pour moi. marche. Si tu peux pas marcher, Mon rampe. ami. Mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. Militant africain, c'est débat. Et puis, j'ai parti si tu sur peux pas je voler, vais donner au Ouais. voir les mamans aussi qui posaient des questions. Ouais. Tu peux pas marcher, rampe. Beaucoup de réponses Mais par quoi rapport qu'il aux arrive, mamans. tu dois continuer à avancer. Donc, c'est bien aussi, quoi. Merci à toi. Donc, chers auditeurs de Soninkara, comme tous les mercredis avec Modibo et Mams, l'émission deuxième génération. Donc vous avez pu nous suivre sur internet soninkara.com, vous avez pu nous suivre sur Skype, vous avez également pu nous suivre par le téléphone. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intervenus au téléphone, malheureusement. D'ailleurs, ce serait bien d'intervenir parfois. Ali Bachili, merci à toi. Ali Bachili, Ali Bachili. Ali, tu aurais dû sortir beaucoup plus rapidement car Ali Soumaré a beaucoup parlé des Bachili. Donc voilà. Si c'est le même Bachili dont je pense, lui, c'est le seul Bachili bien que je connais. Ah, c'est le seul Bachili bien. Si, c'est le même dont je parle. Là. Si on le... Donc voilà. Idrissa qui est intervenu depuis Dakar, Pat Slab, Mamadou Cissé. Alors Mamadou, je sais pas où t'es. Est-ce que t'es à Bamako? Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es à Ranyaga? Donc merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission avec Modibo. Donc Modibo, la semaine prochaine,
toujours un invité ou une invitée, peut-être Messi Glam, parce que aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup parlé et on aimerait bien aller dans ces sujets percutants, pertinents, voilà, ces petits trucs là. En tout cas, voilà, on va voir tout ça. À la technique, Samba Traoré. On remercie bien évidemment tous les autres membres de Soninkara.com, d'ailleurs ceux qui sont intervenus, notamment Sylvain Soumaré. Samba Traoré Sarkozy, peut-être que tu as un mot à dire à nos auditeurs avant de lâcher la ligne, Samba? Non, je vous remercie et c'est gentil de tous les intervenants, c'était très intéressant. Donc merci à toi Samba et puis Samba, on te faut dit... pas le voir comme ça, il est politique. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle Samba Sarkozy, il est politique. Hein. On va revenir. On te dit bah, merci à toi et à mercredi prochain. Merci à tout le monde et à très bientôt. Allez, à plus. Bye bye. Tout est coupé, tu m'as